Merci beaucoup. Je vais rebondir un peu sur ce qu'ont dit mes confrères. Donc, on a eu deux témoignages assez bouleversants sur les pressions que subissent les journalistes sur le terrain. Ça me transporte toujours un peu. Moi, j'ai fait ce métier pendant 10 ou 15 ans avec une caméra sur l'épaule, donc je comprends bien ce qu'ils disent, même si après j'ai été rédacteur chef adjoint à Canal. Et je suis évidemment touché aussi par ce qu'a dit Laurent sur Julian Assange, et notamment sur ce qu'il évoque de l'attitude de la presse dans cette affaire. Parce que, un peu comme toujours, quand la presse fait son boulot de contre-pouvoir, ça se passe quand même un peu mieux, et elle a du mal à le faire depuis quelques années, je trouve, notamment sur un cas aussi emblématique. Et évidemment, ça me parle beaucoup. Moi, je vais pas trop vous parler des pressions sur le terrain et des journalistes de guerre. En revanche, moi, j'ai connu un peu de l'intérieur, effectivement, les pressions des pouvoirs sur l'information, pouvoir économique, pouvoir politique. Je l'ai vécu de l'intérieur parce qu'en tant que rédacteur chef adjoint à Canal+, évidemment... ça a un peu commencé en 2015 avec l'arrivée de Vincent Bolloré. Et je vais vous parler de choses qui sont passées en France et qui expliquent aussi la difficulté des confrères à faire le boulot et donc la difficulté des citoyens à percevoir les vrais enjeux. Je me souviens parfaitement, par exemple, des accusations de viol contre Assange, où n'importe quel journaliste un peu expérimenté se dit ça tombe quand même super bien pour Washington. Et évidemment, c'est un truc qu'il faut absolument gratter et surtout pas relayer la dernière dépêche qui est sortie là-dessus. Or, évidemment, tout un tas de médias ont repris avec une complaisance scandaleuse ces accusations pendant parfois des semaines, avant peut-être pour ceux qui bossent de réaliser qu'en fait c'était une manip. Donc c'est vraiment exaspérant quand on fait de l'investigation et malheureusement, les conditions économiques de fabrication de l'info font que beaucoup de confrères doivent produire tous les jours et reprennent ce qui se dit. Et nous, notre boulot, c'est surtout pas de reprendre ce qui se dit, mais de vérifier les infos. Un mot sur Canal, je vais passer assez vite parce que c'est un petit peu connu maintenant. En 2015, Vincent Bolloré, enfin, pour revenir un tout petit peu avant, c'est intéressant. Vous vous souvenez du quinquennat Sarkozy? Il y avait en France une chaîne marquée à gauche, un peu impertinente, qui rigolait de la politique, qui s'appelait Canal+, et qui exaspérait pas mal de monde, notamment Sarko. Et Sarko, président, a passé des années à taper les pieds par terre de rage et à essayer de faire des pressions sur les actionnaires de Canal pour qu'on dégage la direction, pour qu'on supprime les guignols de l'info, pour qu'on arrête de se moquer de lui, etc. Et assez bizarrement, il s'est heurté à une difficulté de l'actionnaire de Canal qui s'appelait Jean-René Fourtou, qui disait « Mais oui, Nicolas, je sais, mais tu sais, si je commence à embêter les guignols de l'info ou les gens de l'investigation ou quoi, ça va faire des émeutes. En 2002, on a essayé de les embêter, ils ont envahi le CSA, derrière l'auteur en chef des guignols, Bruno Gassio. Donc, en gros, les Chiraciens qui dirigeaient le groupe Canal dans cette période osaient pas trop étrangler les comiques qui sévissaient au sein de cette chaîne. Et au bout d'un moment, à la fin du quinquennat Sarkozy, il en pouvait plus, il voulait se représenter en 2012, il voulait être réélu. Et là, très discrètement, le principal actionnaire du groupe Canal+, Jean-René Fourtou, a constitué un petit groupe de gens pour aider Sarkozy à se faire réélire. Et donc Sarko lui disait « Mais Jean-René, t'es gentil, tu dis que tu veux m'aider, mais là, il y a les guignols, ils se foutent de ma gueule matin, midi et soir, donc ça serait bien que tu sévisses. » Et Fourtou savait plus comment s'en sortir, et à la fin, il a dit j'ai trouvé la solution. Je vais demander à Vincent Bolloré de venir en fait dans le capital de Vivendi. » Alors, c'était assez secret à l'époque, personne n'a compris ce qui se jouait. On a dit publiquement, Vincent Bolloré vend ses 2 chaînes gratuites à Canal. Certains ont même pensé qu'il se désengageait des médias. Mauvaise interprétation. Vincent Bolloré venait à la demande de Jean-René Fourtou parce que Jean-René Fourtou savait que Vincent Bolloré aurait la poigne pour écraser Canal. Et donc Bolloré a été à l'Élysée en septembre 2011 pour voir Nicolas. Et il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, t'as pas réussi à les tuer politiquement, mais moi je vais les tuer par un coup d'État actionnarial. Et même Nicolas n'y croyait pas vraiment. Et voilà. Et Bolloré et Fourtou lui ont dit, si. Ce qu'on va dire publiquement, c'est que Bolloré vend ses 2 chaînes gratuites à Canal. En réalité, il prend une part du capital de Vivendi, 1,7% au début. Il va monter progressivement dans le capital. Et un jour, il aura le pouvoir et il va les éradiquer. Ça a duré 4 ans. Bolloré a monté tout doucement au capital de Vivendi. Et effectivement, en 2015, il arrive à 15%. Il est le premier actionnaire. Soit dit en passant, la Hollandie va faciliter le travail de Bolloré pour conquérir Vivendi et donc plus tard Canal. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et en 2015, Bolloré sait, il est le seul à avoir compris qu'il est le premier actionnaire et qu'il va pouvoir étrangler cette chaîne. Et donc il va sur France Inter, on est en février 2015. Quelqu'un lui demande, ça vous fait rire les guignols? Et là il dit, ouais, je préfère qu'ils se moquent d'eux-mêmes que quand ils se moquent des autres. Donc ça commence bien, mais au sein de Canal, pour tout vous dire, on était d'une naïveté crasse. On comprend pas le truc. Et mes copains des guignols, ils se disent ah ouais, ça c'est le mec qui va nous expliquer ce qui est drôle. Donc le soir même, ils font un sketch. Ils mettent Bolloré, qui est à la table et qui explique ce qui est drôle. Et il y a PPD qui rigole quand il pense qu'il faut qu'il rigole, et puis après il rigole pas quand il pense que ça vexe le patron. Et en fait, ils le démontent, quoi. Puis un mois plus tard, ils font un sketch encore plus méchant.
Et les guignols se comportent comme ils sont toujours comportés, c'est-à-dire qui c'est qui va nous expliquer ce qui est drôle. Et donc un duel à fleur et moucheté s'engage au sein de la chaîne. On est en février 2015. En mai, nous, on a une grosse enquête sur une banque Crédit Mutuel qui accepte des grosses valises d'argent en cash qui arrivent d'Italie par un mec qui, soi-disant, vend des t-shirts, mais qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires par semaine. Donc c'est un peu bizarre. Et la banque Crédit Mutuel, enfin dans sa filiale, accepte les valises de cash qui arrivent d'Italie. Donc la justice française ouvre une enquête. On se dit c'est marrant, on lance une enquête là-dessus pour spéciale investigation. Et un jour, on apprend par un mail qui nous a même pas destiné qu'en fait cette enquête est déprogrammée en catastrophe par la direction de Canal+. On se dit tiens c'est bizarre. Et on va comprendre au fil des semaines, parce que personne nous parle, et donc on est obligé de dire aux gens qu'on fait l'enquête, on ne sait pas pourquoi on peut pas la programmer, mais là c'est interdit, mais c'est pas nous en fait. Et on va comprendre qu'en fait le patron de cette banque, Michel Lucas, est un ami proche de Vincent Bolloré, qu'il a en parfaite mauvaise foi appelé Vincent Bolloré pour lui dire « Tes mecs de Canal me cassent les noisettes en disant qu'il y a des valises d'argent liquide dans mes banques, c'est vrai, mais ils ne m'ont pas interrogé », ce qui est faux. Évidemment, les journalistes ont essayé de l'interroger, ils ont même interrogé son adjoint. Et Bolloré, s'emparant de ce coup de fil, va faire des pressions pour que cette enquête disparaisse. Et donc c'est le printemps 2015, le début de la prise de pouvoir de cet actionnaire dans la chaîne. Il va ensuite exiger de Rodolphe Belmer qui dégage les guignols de l'info après avoir censuré l'investigation. Belmer va dire « Je veux bien censurer l'investigation, je peux pas tuer les guignols ». Et donc Bolloré va lui faire comprendre qu'il dégage, et le 3 juillet, il le vire et il nomme son adjoint à sa place. Et donc c'est d'une violence absolue. Il va assumer toutes les censures sans aucun problème. Et voilà. Bon, je fais court, donc après moi je me retrouve un peu au placard. Enfin, j'essaie de prendre un mandat syndical pour défendre l'investigation. Dans les 2 heures où ma hiérarchie apprend qu'il y a un mandat syndical, je reçois une lettre de licenciement. Et après c'est placard et tais-toi. Est-ce que je peux sortir? J'ai 20 ans d'ancienneté, une petite indemnisation de sortie. Oui, mais il faut signer en bas de la feuille, tais-toi. Alors moi je dis, je peux pas signer tais-toi parce que moi je suis journaliste, alors on peut pas se fermer notre gueule quand on est journaliste, et puis bon. Si, il faut dire tais-toi. Bon. Donc ça dure 5 ans, on est têtus tous les deux avec mon chef, et donc moi j'aime bien l'investigation politique et économique, et pendant 2 ans, il me dit, au bout de 2 ans, il me dit, tu fais quand même pas grand-chose, donc, parce que je vais au boulot tous les jours, hein, je suis obligé, mais je me donne rien à faire. Et au bout de 2 ans, il me dit, bon alors on va te donner des trucs, parce que là vraiment ça va pas le faire devant les prud'hommes, donc faut qu'on montre qu'on te donne du boulot, donc tu vas faire un truc sur le petit Grégory. Alors je dis, ah bon, le petit Grégory, mais ça fait quand même 25 ans, 35 ans qu'il est mort. Et il y a déjà eu 8 documentaires sur le petit Grégory. D'ailleurs, on sait toujours pas qui l'a tué, mais si vraiment c'est un sujet d'actu majeur, je veux bien, chef. Donc je travaille sur le petit Grégory. Bon, je vous dis pas, c'est une ambiance un peu spéciale, hein. C'était un petit, puis il est mort noyé. Donc au bout de 3 semaines, vous avez le moral qui est très haut. Et après, il dit non, mais finalement Netflix le fait, donc non, mais laisse tomber. Et puis 3 mois plus tard, c'est, j'ai une autre idée pour toi, je te convoque, tu vas nous faire une enquête sur Guy Georges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Guy Georges, mais c'est pareil, hein, vous en ressentez, vous avez un moral très, très élevé. Et puis finalement, ça le fait pas, et à la fin, il me demande de faire Nordal le Landais. Mais rigolez pas, c'est pas un gag. Nordal le Landais. Donc à la fin, ça devenait comique, bon, ok, enfin, si on peut dire. Et donc, je négocie une sortie. Bon, tout ça pour dire que dans cette période, on a tiré le bras des conseillers de Hollande pour dire, mais attendez, il est en train de... pas de tordre la chaîne dans une direction politique différente, parce qu'il a le droit d'être de droite, Bolloré, c'est pas ça. Il est en train de violer tous les principes de base de la liberté de l'information, il est en train de faire que ses intérêts d'actionnaire qui veut faire des contrats en Afrique font que, par exemple, il exige qu'on déprogramme un reportage sur des manifestants au Togo, qui montrerait juste que la population du Togo manifestait contre le dictateur. Bolloré voulait signer des contrats avec le dictateur. Et donc, depuis 6 mois, la population manifestait, la presse du monde entier le montrait. Un jour, on fait un pauvre reportage pour l'effet papillon, paf, déprogrammé. Et puis 1 mois plus tard, il y a une nana à Canal, elle se trompe de bouton, en fait, elle appuie sur rediffusion du truc, ça repasse sur Canal Afrique. Oh là là, le scandale. Donc le dictateur du Togo, il est fou furieux. Et là, on sent que Vincent, ça l'a pas du tout fait rire. Il a viré la fille qui a fait le faux geste et tout le patron de Canal Afrique, qui dégage dans l'instant. Donc là, on se dit, oh là là, ça rigole pas avec le chef du Togo, il a sûrement des gros contrats à signer avec lui. Et comme ça suffisait pas, ils font réaliser par un réalisateur anonyme, un publi-reportage pour le dictateur du Togo, qui vont balancer sur Canal discretos à 7h du matin, en violation de toutes les conventions de diffusion. On est en 2017, autant vous dire, il se passe strictement rien côté politique, donc ça continue à être en plein délire. Bon, je fais court. Pourquoi c'est grave? Parce que quand Bolloré tue l'investigation à Canal+, quelque part, c'était une tout petit pôle qui venait quand même challenger un peu France Télévisions. Et à l'époque, à France Télé, vous aviez France 3, France 2, France 5 et Arte. Donc, vous aviez quand même 4-5 pôles où les gens qui voulaient faire du documentaire un peu d'enquête, un peu costaud en France, pouvaient aller faire toc-toc. Et si vous alliez à France 3 et qu'ils prenaient pas, vous pouviez tenter France 5. Vous pouviez sinon dire, attends, Canal, ils ont pas peur, ils vont le faire. Et bon, bref. Donc, ça survivait à peu près dans un minimum de pluralisme. Quand Bolloré éteint Canal, moi, je me dis, oulala, ça va être chaud pour les copains de France Télé. Pourquoi? Parce que Delphine Ernotte se retrouve en position de monopole.
je passe rapidement sur les investigations nombreuses qui sont diffusées par TF1 et M6, mais comme c'est pas très nombreux, en fait, c'est quand même surtout France Télé et un peu Arte qui pouvaient faire des choses. Et ça n'a pas raté. Quelques années après, donc en 2019, Ernotte va décider que finalement, toutes ces chaînes dans le service public, c'est trop. Et elle va créer un guichet unique, c'est-à-dire qu'elle va concentrer France Télévisions avec un seul guichet pour le documentaire. Et donc, tous les gens qui veulent faire un documentaire maintenant vont faire toc-toc à France Télé, et donc font toc-toc chez le même guichet tenu par la même dame, Catherine Alvarez. Et donc, c'est très facile pour Ernotte de dire, bon, alors, par contre, là, il y a quand même Macron, il aime pas trop le service public, donc il faut quand même pas trop l'embêter. Donc, plutôt du journalisme positif, de reconstruction, de solution. On dit aux gens, maintenant, il faut faire du journalisme de solution. Alors moi, je pensais que nous, on était là pour un peu faire remonter ce qui se passe dans la société, puis après, les politiques, éventuellement, cherchent des solutions. Mais là, on demande à nous de trouver des solutions. Donc alors déjà, ça commence mal. Et très sincèrement, l'unification du guichet unique de France Télé depuis 2019 est assez terrible en termes de liberté éditoriale, puisqu'en gros, je vais être un peu schématique, mais tous les sujets qui risquent de déranger les pouvoirs, en gros, passent quand même assez mal. Je parle de la partie documentaire, donc ce qui est proposé par les producteurs extérieurs, mais c'est 90% de l'offre. Alors, il reste en interne, évidemment, complément d'enquête de l'excellent Tristan Wallex et Cache Investigation d'Élise Lucet. Mais vraiment, c'est les arbres qui cachent la forêt. D'ailleurs, il y a des pressions sur Élise pour faire passer de 6 à 4 son nombre d'émissions. Et les 2 derniers exploits de Tristan, qui a consisté à nous faire un portrait de Michel Marchand, la spin docteur secrète de l'Élysée, et de révéler que la France apportait un appui militaire à l'Égypte au risque qu'on tire sur des civils. Ces 2 dernières enquêtes ont moyennement fait rire Emmanuel Macron. Et donc, il a décidé de supprimer la redevance. Je vous dis pas la révolution qui se prépare. Donc, pour faire court, en sortant de Canal après donc ces 50 bras de fer, je me suis dit on va faire un truc marrant, on va essayer de faire ce qu'on n'a pas pu faire en 2016 parce que Bolloré n'a pas voulu, un bilan du quinquennat. Et donc là on est en août 2021, ça tombe bien, on arrive à la fin du quinquennat Macron, bon il s'est passé quelques trucs pendant 5 ans, et donc on fait un projet, Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Et on l'envoie à toutes les chaînes, parce que nous on est sympa. Un beau projet. Et donc, je vous le raconte, ça me fait rire. En fait, on accumule les réponses au cours de l'été 2021. Donc, M6, alors eux, c'est les seuls qui osent pas faire un mail, ils m'appellent. Sympa, le mec, hyper sympa. Il me dit, bon, la politique, on n'ira pas, sauf avec Karine Le Marchand. Alors, comme je suis pas Karine Le Marchand, je dis, ok, c'est mort. TF1 envoie un mail un peu gêné. On a déjà un projet, certes un peu différent. Alors, je pense que c'est un truc qu'ils ont fait il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous avez vu sur, je sais plus, c'était LCI. Il y avait Audrey Crespo et Darius Rochebin qui interviewaient Macron avec quelques images de son quinquennat. Bon, c'était pas hyper critique, mais bon. Arte nous a dit, ah non, mais alors ça n'intéressera pas du tout nos téléspectateurs outre-Rhin. Alors, en fait, on gratte un peu. 3 mois avant, ils avaient fait un Macron, mais un super sujet très positif sur Macron, donc ok. Bon, Canal, ils me disent, on ne pourra pas t'accompagner, ok. C'est le mec qui m'avait harcelé dans le placard qui m'a répondu, donc je comprends. Et France Télé, ils disent, ah non, mais alors on a déjà 3,52 là-dessus, on n'en fera pas du tout d'autres. Et donc je comprends que France Télé a un projet pour une des chaînes du groupe. En l'occurrence, c'était France 5. Mais ça veut dire qu'en fait, France 2 et France 3, non. Rien sur Macron. Au bout de 5 ans de pouvoir Macron. Bon, moi, vous êtes peut-être macroniste, hein, c'est pas le sujet, c'est juste que voilà, c'est la fin d'un quinquennat, on peut peut-être regarder un peu ce qu'il a fait. Non, en fait, non. Bon, et finalement, au bout de quelques mois, ils sortent leur sujet là sur France 5. Donc ça, j'ai failli le rater parce qu'en fait, ça s'appelle pas le bilan Macron, ça s'appelle 5 ans. 5 ans. Alors vous regardez ce truc-là, c'est 3 heures de programme, ça a dû coûter 400 000 euros d'argent public. Et alors c'est, on a vécu tous depuis 5 ans des trucs fous quoi. Souvenez-vous, non mais Notre-Dame quoi, le feu à Notre-Dame. Donc, au milieu du projet, ça s'appelle le temps des incendies. Alors, tu te dis, super, ils vont enfin parler un peu des gilets jaunes, même si ça gêne un peu Macron. Et en fait, là, tu as Notre-Dame et effectivement un peu les gilets jaunes. Alors, tu dis, c'est quoi le point commun? Bon, le point commun, c'est les flammes. Ah oui, c'est sûr. Les flammes. Voilà. Et donc, ce bilan du quinquennat de 3... Enfin, c'est pas comme ça. Hein. Bon, c'est 3 heures. Donc, à part 2 phrases de Méluche et de Marine Le Pen, c'est quand même les 4 témoins principaux qui racontent le quinquennat Macron avec distance et esprit critique. Sont le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, la communicante d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, et Jean-Marc Dumontet, communicant de l'Élysée. Bon, autant vous dire que sur 3 heures, vous avez assez peu de distance critique. Bon, alors, pas grand monde a vu ce programme, hein, ça a fait 2,5% de part de marché un dimanche soir à 21h, 580 000 téléspectateurs. Voilà. Donc, comment vous dire ? Là, il y a un moment donné, si vous voulez, moi je trouve que le niveau de foutage de gueule
vis-à-vis des Français de la part de l'audiovisuel public atteint quand même des sommets. On ne peut pas prendre l'argent de la redevance pour faire de la propagande à ce point. C'est pas possible. Et donc là, il y a quand même un gros souci. Donc nous, en parallèle, on s'était fait jeter de partout, mais on a fait une petite campagne sur KissKissBankBank pour dire on voudrait faire un bilan du quinquennat en 8 ou 9 épisodes. Et puisque aucune chaîne veut le financer, on vous propose, vous, population, de mettre un peu de sous. Et donc, on a levé à peu près 200 000 euros en 3 mois, et on a fait 52 minutes de bilan du quinquennat Macron, avec 3 bouts de ficelle, 3 jeunes journalistes, pas beaucoup de moyens. Mais on en est là. C'est-à-dire que, et l'un des épisodes, l'affaire Colère, le scandale qui menace Macron, sur les conflits d'intérêts au sommet de l'État, et notamment de la part du bras droit du président, sur YouTube, a fait 1,9 million de vues en quelques mois. Donc c'est pour dire qu'en fait, ça fait 2 fois plus d'audience que Complément d'enquête, et 3 fois plus que 5 ans. Mais on n'a pas touché un copec d'argent public. Alors France Télé, donc c'était mort. On s'est dit peut-être le CNC. Et en fait, le Centre national du cinéma, qui donne quelques subventions aux gens qui font du doc en France, il est dirigé par un monsieur qui est un des grands donateurs de la campagne électorale de Emmanuel Macron en 2017. Donc, en fait, on s'est dit c'est même pas la peine d'aller remplir le dossier parce que ça va pas le faire. Voilà. Donc tout ça pour dire que il y a 5 grands industriels en France qui contrôlent 95% de la presse privée. C'est quand même assez préoccupant. Mais il y a aussi un vrai problème de pouvoir politique qui domestique France Télévisions, qui met des pressions fortes. L'idée de supprimer la redevance, la conséquence va être très simple. Jusqu'à maintenant, vous avez 25 millions de foyers qui garantissent 138 euros par an à Radio France et France Télé. Et donc Ernotte et la patronne de Radio France savent qu'elles peuvent compter là-dessus. Supprimer la redevance, ça veut dire tout simplement demain, parce qu'évidemment les macronistes ne disent pas on va privatiser tout ça demain matin. Ils disent non mais il n'y a pas de problème, on va remettre de l'argent public à la place. Mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils vont prendre de l'argent des impôts pour financer ces trucs, mais ça veut dire que tous les ans, les directions des groupes publics vont venir voir le gouvernement en disant bonjour, alors c'est pour mon budget. Tu voulais combien déjà? 2 milliards, ça fait beaucoup. Tu veux pas essayer de faire avec 800 millions? Puis alors, par ailleurs, là, tes enquêtes là qui commencent à déshabiller ma politique fiscale, ça me, comment dire, tu vois, bon, alors tout ça va se passer secrètement, personne ne le saura évidemment. Mais à mon avis, si vous voulez, ça va être compliqué pour l'audiovisuel public de continuer à faire des enquêtes qui dérangent le pouvoir quand il faut aller mendier devant le gouvernement tous les ans pour avoir un financement. Et moi, je pense qu'en fait, Emmanuel Macron prépare le démantèlement de l'audiovisuel public, et je pense même que la suppression de la taxe d'habitation, qui était un cadeau assez inattendu, tiens, c'est marrant, il supprime la taxe d'habitation. Parce que maintenant, son argument, c'est, mais enfin, la redevance, pourquoi on va la maintenir? Parce qu'en fait, il n'y a plus la taxe d'habitation, or, c'était appuyé sur la taxe d'habitation. Alors on se dit, bah ouais, c'est vrai, il a raison, il n'y a plus de taxe d'habitation. Bon, moi je me demande si le projet de fond, depuis le départ, c'était pas de minimiser la place de l'audiovisuel public et que la suppression de la taxe d'habitation, au fond, était une préparation de la suppression de la redevance. Voilà. Et je conclurai sur un tout petit mot d'un grand oligarque français des années 70 qui s'appelait Robert Hersant, qui était assez engagé à droite et qui contrôlait une bonne partie des journaux, qui était assez cynique. À l'époque, on l'était un peu plus frangeux qu'aujourd'hui, peut-être. Il disait, quand je prends le contrôle d'un journal, je suis désolé, c'est un tout petit peu vulgaire, mais c'est Hersant, je le dis comme ça. Le premier jour, quand je prends le contrôle d'un journal, je demande aux journalistes où sont les toilettes. Le deuxième jour, je leur demande plus, je vais pisser sans leur demander. Et le troisième jour, je leur pisse dessus. Voilà. Donc pour finir, moi je trouve que Bernard Arnault pisse un peu plus paranoïaque, que les autres, Vincent Bolloré pisse un peu plus à droite, Xavier Niel pisse un peu plus hypocrite, mais l'enjeu quand même, c'est que ces gens arrêtent d'instrumentaliser l'information et que nous, on arrête de se faire pisser dessus. C'est pas gagné.